Si l'année 1946 voit la naissance officielle du futur joyau du ski international, c'est bien avant que le rêve s'était ancré dans la tête de quelques passionnés, courageux et surtout visionnaires. Dès 1925, les villages du Prat, Saint-Bon et Morion reçoivent des adeptes du ski alpin, hommes et femmes, heureux de goûter à l'ivresse de la descente. Les pentes neigeuses voient dévaler de belles sportives, habillées de pantalons de golf, passionnées par ce qui est déjà beaucoup plus qu'un loisir, le ski alpin. Cet engouement va très rapidement donner naissance à un nouveau métier, moniteur de ski. Dans la vallée de Saint-Bon, les jeunes ne s'y trompent pas. Et Jean Pachot, formé à la fameuse méthode établie par le champion du monde, Émile Allais, est le premier à recevoir le diplôme. Très vite suivi de Régis Chevalier, Eugène Chardon, Jean Sulis et Jean Blanc, un petit jeune très prometteur. À partir de 1935, tout va aller très vite. Les skieurs sont si nombreux que des hébergements deviennent nécessaires. Après l'hôtel du Lac Bleu, premier établissement créé en 1930 à Saint-Bon par M. Curtet, des chalets-hôtels ouvrent dans les alpages. En 1934, la commune peut accueillir 600 personnes. Les skieurs grimpent sur le col de la Lauze ou la pointe de la Viselle et ces espaces skiables font merveille. Les citadins affluent, la promotion de la commune de Saint-Bon s'ébauche avec un premier dépliant touristique en 1937. Même la guerre ne ralentira pas l'élan sportif de la vallée et les nombreux participants aux courses de ski organisées trouvent une ambiance conviviale au café-restaurant du Prat Les Peupliers, ouvert en 1938. À cette époque, Jean Blanc, l'enfant du pays, intègre l'équipe de France de ski et commence une carrière qui fera date dans l'histoire du sport français et de la station savoyarde. La soif d'entreprendre et une approche internationale acquise dans sa vie de champion poussent Jean Blanc à envisager un projet d'envergure. Créer à Saint-Bon une station internationale. Voilà le projet qu'il pose sur le bureau du maire de l'époque, Francis Munier. Avec son accord, la première remontée mécanique est implantée à Morion à l'automne 1945, à l'initiative de Laurent Boisvive. Dès 1946, 2 téléskis supplémentaires sont créés au départ de Courchevel 1550 pour arriver au Tovet et sur la Lauze. Mais l'ampleur de la tâche et surtout son financement ralentissent Jean Blanc et la commune. Au Conseil général de la Savoie, Pierre de la Gontrie, président du Conseil général, et Pierre Cotte envisagent justement un projet d'équipement du site des Trois-Vallées afin d'y développer la pratique des sports d'hiver. La réalisation de Courchevel, une station ski au pied, va être soutenu par les pouvoirs publics et urbanisé par Laurent Chapie, épaulé par Maurice Michaud, ingénieur des ponts et chaussées avec lequel il avait travaillé sur le sujet pendant leur captivité et qui est intervenu plus tard dans la réalisation de Courchevel. La station va être construite sur une emprise foncière de 200 hectares, dont la réserve est constituée par le département et cédée par la commune de Saint-Bon pour le franc symbolique. Mais il va falloir y accéder. Des entreprises locales construisent une route en 1947, permettant ainsi au premier bus Citroën à essence d'arriver sans encombre sur le plateau des Tovets, où est également édifié un petit chalet dont le garage va abriter le premier magasin de ski, le futur Jean Blanc Sport, ainsi que le bar de l'équipe tenu par Madame Belle, grand-mère de l'actrice Carole Bouquet. La station démarre tout chousse. L'hôtel des Trois-Vallées, le premier à 1850, est construit par le département et géré par Charles et Marie-Louise de Voissou, qui vendent les tickets de remontée mécanique et prennent les réservations pour les 3 moniteurs de la station, Camille Curtet, Jean Salier et Léo Zavaneski, futur directeur de l'ESF. Madame Marot ouvre l'hôtel de la Lauze. Le site choisi par les autorités pour recevoir une station au cœur des pistes va voir l'émergence d'une architecture expérimentale adaptée aux nouvelles contraintes des sports d'hiver. L'atelier d'architecture à Courchevel, animé par Denis Pradel et Laurent Chapie, réalise ses premières constructions. En 1950, Jo Tournier, chamoniard de souche, vient s'installer sur cette terre d'avenir qu'est déjà Courchevel. La reprise du bar L'Équipe et la création de l'hôtel Tournier marquent le début d'une histoire d'entreprise exceptionnelle, avec le développement dès 1958
de plusieurs établissements hôteliers implantés sur des points stratégiques de la station. L'hôtel Le Lana, le Chouka et l'Altitude 21. Accompagné dans sa carrière par son épouse Catherine, Jo, acteur incontournable du succès de Courchevel, ne sera jamais déçu par ses choix et transmettra ce patrimoine florissant à sa famille, qui, aujourd'hui, continue à faire vivre son œuvre. En 1951, Marie-Louise de Voissou ouvre l'hôtel des Grandes Alpes, où l'on trouve la plupart des services, la poste, le cinéma, l'école de ski, le centre de culte, l'office du tourisme. Le domaine skiable s'étend de plus en plus. Inauguré en 1952, le téléphérique de la Saulire relie Courchevel à Miribel. L'école de ski dirigée par Zava fait déjà travailler de nombreux moniteurs et les soirées se réchauffent au dancing de la station. Durant ces années, les projets à grande échelle fourmillent et l'un d'eux fera dire à un journaliste de l'époque « Un vent de folie a soufflé sur Courchevel 1850 ». Il s'agit alors de mettre à l'essai un mode de transport par benne automotrice de 30 personnes sur un rail soutenu par un caténaire et relié à des pylônes métalliques, le catérail, qui devrait à terme être capable d'amener les clients de Modane à Bozelle. Ce grand projet verra sa fin à la mise en évidence des risques encourus et du coût rédhibitoire de l'implantation. Il sera démonté avec regret. En 1954, Courchevel a 8 ans et trouve ses marques. Un nouvel élan lui est alors donné par l'arrivée d'Émile Allais, directeur technique de la station. Son influence est certainement à l'origine du devenir extraordinaire de Courchevel, la station phare que tous veulent imiter. Il faut manucurer les pistes, dit-il volontiers. Dans la foulée, il met en place un service avec des pisteurs dont le rôle qualitatif est défini avec précision. Plus tard, ayant repris la direction technique de la station, Jeannot Catelin dira « Émile Allais. C'est la grande chance de ma vie. Il est curieux de tout et à l'affût du perfectionnement. » Dans un objectif de qualité, les pistes de Courchevel se dotent de leur première chenillette en 1958. L'arrivée de cette dameuse coïncide avec l'envol extraordinaire des sports d'hiver. La Savoie est d'ores et déjà positionnée comme leader sur ce marché et Courchevel en est sa tête de file. Jusqu'en 1965, la conjoncture sera particulièrement favorable à l'investissement dans le tourisme. L'hôtellerie prend de la hauteur grâce à quelques femmes audacieuses. Mesdames Masson, Bajulaz, De Voissou, Fèvre, Marot, Camus, Réter, d'Avignon, Gaillard, Corbet, Turc, et à des hommes entreprenants, messieurs Bouvachon, Coiselat, Tournier, Toussaint, Benoît, Béguet, Baffert, Sandra. C'est avec eux que l'hôtellerie de qualité va trouver en Courchevel un écrin de velours blanc, propre à la faire briller de tous ses feux par un développement exceptionnel. Courchevel la moderne n'oublie pas pour autant ses racines et respecte ses traditions. Les offices religieux, d'abord pratiqués en plein air par l'abbé Duclos, premier curé de la station, seront célébrés dans l'église, inaugurée en 1954. Pendant les 50 années suivantes, la religion à Courchevel trouvera en l'abbé de Bernard une figure emblématique. « 1960. Le ski est à la mode et devient un sport incontournable, à la portée de tous. Implanté au sein même de son domaine skiable, Courchevel s'est parfaitement adapté à cette ère nouvelle qu'est la civilisation des loisirs. En 1960, l'école de ski de Courchevel 1850 compte déjà 60 moniteurs et la station devient le must des skieurs internationaux. Émile Allais remet le service des pistes entre les mains de Jean Catelin. Ce service va bénéficier du sérieux et du perfectionnisme de Jeannot pendant de nombreuses années, pour porter la qualité des pistes et leur entretien au plus haut niveau technique, mondialement reconnu dans les milieux du ski. Épaulé par Marcel Curtet, qui secondait déjà Émile Allais, Gilles Delarocque va présider aux destinées touristiques de la station et donner à Courchevel sa dimension internationale. Pendant 22 ans, Gilles Delarocque va marquer l'histoire récente du tourisme de montagne. Mieux que quiconque,
il saura promouvoir Courchevel et les Trois-Vallées. Avec une approche originale, il va œuvrer au rapprochement d'hommes que tout semblait opposer, avec notamment la création du Ski Club international des journalistes en 1955 et celle de la prestigieuse FACIM, Fondation pour l'action culturelle en montagne, en 1970. C'est encore au début des années 60 que Courchevel, la Belle, donne le la de l'innovation en construisant en 1961, à l'initiative de Michel Ziegler, le premier altiport international. La station sera donc maintenant reliée par les airs grâce à un Pilatus et un Piper flambant neuf. En 1966, on inaugure la célébrissime piste olympique Jean Blanc. Le bien-être des hivernants est toujours en ligne de mire et toujours plus d'activités leur sont offertes. Une nouvelle patinoire aux normes olympiques est construite en 1968 à Courchevel 1850. À cette époque, la fête devient partie intégrante des vacances. Elle déferle dans les nombreux établissements comme la Copacabana, la Grange, l'Équipe et bien d'autres. En 1972, la station de Courchevel bénéficie des mêmes accès qu'une grande métropole. Le train, le bus et la voiture, et même l'avion, puisque Air Alpes se développe. Les activités de la compagnie aérienne contribuent à l'afflux de tourisme et la commune a pour souci de satisfaire ceux-ci au mieux. Elle construit le complexe de la Croisette et, en 1981, crée Radio Courchevel, une radio de service public qui informe les hivernants sur la météo, l'état des pistes et la vie locale. La pratique du ski est à son apogée et d'autres disciplines se développent, le surf, le snowboard. Le sport nature pointe son nez et les adeptes de la promenade en plein air adorent faire de la raquette ou du ski de fond au Prat à Courchevel 1550 et sur toutes les boucles entretenues par la station. Pour les sensations fortes, le passage sur le tremplin, déjà pratiqué à Courchevel dans les années 30, est toujours un gage de compétence et de hardiesse à ski. L'obsession de la perfection, inculquée par Émile Allais à ses successeurs Jean Catelin et Jean-Pierre Péquiot, relayée ensuite par Jacques Gomez, pousse la station à l'innovation permanente, avec notamment les premiers essais de canons à neige. L'amélioration constante de la sécurité du skieur est une des raisons du remplacement en 1984 de l'ancien téléphérique de la Saulire par un système de dernière génération doté de cabines de 160 places. Depuis la fin 83, un projet particulier agite les Trois-Vallées, réunis autour d'Albertville avec le Beaufortain pour la candidature aux Jeux Olympiques de 1992 et le 17 octobre 1986. Le Comité international olympique a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992, Jeux d'hiver, à la ville de Albertville. Courchevel accueille les épreuves de combiné nordique et de saut, discipline dont elle est la seule dans le département à garder la tradition. Et grâce à son hôtellerie haut de gamme, recevra les membres du Comité international olympique. Et le temps va passer très vite. La fameuse manucure préconisée par Émile Allais va concerner non seulement les pistes de la Belle, mais aussi toutes les infrastructures, tous les hébergements. L'évolution du marché mondial du tourisme est l'occasion d'une prise de conscience pour les gestionnaires de la station. Peu à peu, sous l'impulsion de Roger Toussaint, Courchevel va se réapproprier sa tradition et la décliner dans son style de vie, son offre touristique, mais surtout dans un réaménagement architectural qui s'échappe du style incarné dans les années 46
par les constructions de l'atelier d'architecture et rejoint une tradition régionale incontestablement séduisante pour les visiteurs. Le mélèze et la lauze reviennent en force pour habiller des chalets tous plus magnifiques les uns que les autres, avec leurs nouveaux toits à 2 pans. La touche tyrolienne s'intègre dans le paysage du jardin alpin et l'hôtellerie de luxe se surpasse dans le sillage d'une femme de tête, figure emblématique de la station, Madame Fenestraz et ses érelles. Les femmes très présentes dans l'histoire de Courchevel jouent encore un grand rôle dans cette évolution. Comme le dit parfaitement une manifestation née en 93 et dédiée à des femmes extraordinaires, les femmes en or. Le vent olympique souffle également sur l'ambiance sportive de la station, qui redouble d'efforts pour être à la hauteur de l'élan national. Les magnifiques tremplins olympiques sont implantés à Courchevel 1300. 1 an avant les Jeux olympiques, une nouvelle patinoire voit le jour au Forum. Finalement, les années 90 apportent à Courchevel ce que Jean Blanc et ses amis ont toujours voulu pour leur commune, une station internationale, prestigieuse et confortable, axée sur les sports de haut niveau. La réussite des JO de 92 a apporté une bouffée d'oxygène au tourisme sportif d'hiver et contribué à relancer l'esprit de compétition parmi la jeunesse de la commune. Aujourd'hui, le club des sports de Courchevel peut s'appuyer sur un stade de slalom homologué par la FFS et la FIS et compte parmi ses nombreux affiliés plusieurs sportifs de très haut niveau, comme Manu Guédet, triple champion du monde de freeride, Nicolas Dessoum, vainqueur d'une Coupe du Monde en saut à ski, et Emmanuel Chedal, espoir français dans cette discipline, tous deux dans les traces de Steve Delot. Citons aussi les skieurs alpins Anne-Sophie Bartet, qui a participé aux JO de Turin, ou encore Téna Barrios, Chloé Bernard Granger et Tamara Vidoni en Coupe d'Europe. L'ensemble des acteurs locaux a souhaité ancrer la station dans une réalité haut de gamme, la mettant au-dessus de toute l'offre touristique mondiale de même nature, et s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. À travers la réalisation de projets structurants, la municipalité accompagne le développement touristique de la station ainsi que les conditions de vie à l'année de ses habitants, qui en constituent les forces vives. Une ville à la montagne, certes, avec les contraintes de la saison, mais une ville quand même, où l'harmonie est à l'ordre du jour. En 2006, on peut dire que la jeune dame de 60 ans a acquis de la renommée, de l'expérience et beaucoup de classe, mais aussi de la douceur et une plus grande humanité. Courchevel va encore skier très loin et briller très haut.